Je te mets un demi. Oui. Comme d'habitude. Et tu me le touilles, s'il te plaît. Anna et Gérard mènent une vie tranquille en banlieue parisienne. Mais la nuit, tout bascule. Pendant 2 semaines, nous avons laissé une caméra dans leur chambre. Gérard dort avec un masque, car il souffre d'apnée du sommeil. Et ce n'est pas tout. Tu veux que je t'attrape? Tu vas te ressortir, je vous le dis, moi, hein. Si t'as besoin de stockoli pour te botter le cul, oui, tu vas voir. Il vit littéralement ses rêves. S'il est agressé, il se défend physiquement. Connard! Ces crises impressionnantes obligent le couple à faire chambre à part. On a mis une distance entre nous parce qu'on ne sait jamais qui se lève la nuit. Et comme ça, je suis sûre que pour arriver jusqu'à la chambre, il peut tomber. Et ben, ça me sauve. Tout commence en 2009. Gérard tombe de son lit, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Puis les cris arrivent, et les coups. Il devient de plus en plus violent dans son sommeil, y compris avec sa femme. Ça, par exemple, ça peut faire 3 mètres en cas de crise. Et il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé tout. Les oreillers, le traversin, là-bas. Anna et Gérard ont mis des années à comprendre et à accepter la situation. On a peur d'aller se coucher. Parce qu'on se dit, on va s'en prendre un coup, parce que c'est pas rien quand on est en train de dormir, qu'on reçoit un coup de poing sur la joue comme ça, n'importe où, ça peut vous... Oh, qui vous prend les cheveux, qui vous arrache la tête, qui vous soulève la tête. J'ai eu vraiment très très peur. Parce que nous, on est réveillés, mais pas eux. Eux, ils continuent à dormir, ils sont dans leurs rêves. Se dire qu'on est dangereux avec la personne qu'on aime, quand même, c'est un sentiment terrible de culpabilité. Mais terrible. Vous pouvez avoir le sentiment de perdre la raison. Cet ancien cadre supérieur n'est pas fou. Il souffre d'une maladie rare. Ah oui, tiens, vas-y, Le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Il ne s'est encore jamais vu pendant ces crises. Oh là, carrément. Oh la vache, oui. Imagine, j'aurais été à côté, tu m'aurais foutu des coups, là. Et en plus, tu n'es pas agressif en temps normal, quand tu es réveillé. Quand j'étais debout, il paraît que vous étiez même pas parti depuis une seconde. Ouais. Incompréhensible. On se fout de ça. Non, j'écoute ce qu'il dit. Ce que je dis. Non, c'est pas c'est sûr que c'est pas ça. C'est symptomatique. Hein. Oui, bien sûr. J'écoute ce qu'il dit. Oui, oui. C'est pas vous, en fait. Non. Non, non, c'est pas lui. Si Gérard est un cas extrême, le sommeil est un cauchemar pour 1 Français sur 2. Que se passe-t-il quand on dort? Nous avons poussé la porte de vos chambres pour comprendre les secrets de vos nuits. À 28 ans, Camille passe les 2/3 de sa vie plongée dans le sommeil. Une énigme pour les médecins. C'est impressionnant. Pour tenter de mener une vie normale, elle va devoir faire diagnostiquer ce mal étrange. J'ai l'impression que c'est une drogue, tellement c'est fort l'envie de dormir. Une drogue dont la plupart des Français est en manque. Aurélie est insomniaque. Elle passe ses nuits à tourner en rond, sans fermer l'œil. Je crois que j'ai pas de souvenir sans insomnie. À 34 ans, elle est prête à tout pour retrouver le sommeil, y compris inviter la technologie dans son lit. C'est un peu flippant de dire que mon sommeil va être enregistré. Mais il y a des insomniaques heureux, comme Kairon, roi du stand-up. Ces nuits blanches sont une source d'inspiration. C'est un truc que j'ai trouvé en dormant, ça. Véridique. Hein. Militaires et scientifiques étudient les mécanismes du sommeil. Vous allez voir que nous avons tous en nous les ressources pour combattre la fatigue. Grâce à Adeline, une jeune somnambule, vous allez même découvrir pourquoi nous rêvons. À quoi sert vraiment le sommeil? Et surtout,
Comment mieux dormir? Révélation sur cet univers méconnu. Paris, 1h du matin. Installez-vous confortablement, au calme, et fermez les yeux. Portez votre attention sur votre front. Fermer les yeux et s'endormir, un fantasme pour Aurélie. Comme tous les soirs, la jeune femme s'est mise au lit, elle s'est tournée, puis retournée, sans parvenir à trouver le sommeil. Et percevez peut-être le contact de vos paupières sur vos globes oculaires. Desserrez la mâchoire. Les idées tournent en boucle dans sa tête. Pour faire le vide, elle a lancé un exercice de méditation. Je suis un peu énervée, un peu agitée. Et ça m'apporte de l'apaisement. Et c'est surtout que ça m'aide plus tard, au moins pour me reposer. Si j'arrive pas à dormir, ça me repose. Aurélie chuchote, car dans la chambre, Thibaut, son conjoint, dort lui à poings fermés. Depuis des années, c'est toujours le même scénario. La jeune femme a accepté de partager avec nous ses nuits blanches. Des nuits à voir les heures tourner. 2 heures du matin. 3 heures. Le temps passe, mais pas le marchand de sable. J'ai pas du tout envie de dormir. Je me suis allongée pendant un bon petit moment. Du coup, je vais boire un petit coup, un verre d'eau, et je vais m'allonger là. Pour éviter de déranger mon copain. Aurélie trompe l'ennui comme elle peut, en lisant ou en notant ses préoccupations pour s'en débarrasser. Alors j'arrête pas de penser au travail ou des petits trucs comme ça, donc je repasse un peu ma journée en revue. Vers 4 heures, elle retourne au lit. Aurélie affirme dormir rarement plus de 3 ou 4 heures, essentiellement au petit matin. À 7 heures, Thibaut est frais et dispo pour préparer le petit déjeuner. Et c'est bien le seul. Aurélie. Oui. Allez. Une journée de travail attend la jeune femme, mais elle est épuisée. C'est quand même cool. Bon, allez, installe-toi, vas-y. C'était compliqué encore cette nuit? J'ai pas bien dormi. Je le vois ta tête déjà. Comme d'hab, tu t'es endormi sur le matin? Oui, j'ai entendu, je crois, le premier métro. Ouais. En tout cas, tu m'as pas réveillé cette nuit, c'est déjà ça. Les insomnies d'Aurélie ne sont pas liées au stress ou à un événement douloureux. Ce serait dans sa nature. J'ai pas de souvenir d'avoir déjà passé des nuits complètes. Même mes parents le disent, quand j'étais bébé, ils s'inquiétaient quand même pas mal pour me faire dormir. Le seul moyen qu'ils avaient, c'était de m'emmener en voiture, faire un tour. Ça m'apaisait, je m'endormais dans la voiture, mais une fois le tour fini... Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai encore des séquelles. Si je monte dans une voiture, je dors. Ce serait bien. Confirme. En fait, c'est ça depuis qu'elle est gamine, donc on a un peu tendance à s'y habituer, mais c'est vrai que moi, ça me fait de la peine de la voir comme ça. C'est sûr, je préférerais qu'elle dorme plus, et elle aussi, dans tous les cas, donc c'est vrai que c'est pas normal, quoi, on va dire. Allez, ma belle. Bonne journée. Oui, à ce soir. Oui, à ce soir. Aurélie est graphiste et elle travaille de chez elle. Elle peut passer 8 heures d'affilée devant son écran. L'après-midi, difficile de lutter contre le coup de barre. J'arrive pas du tout à me concentrer sur les détails, j'ai les yeux qui me piquent. J'arrive pas du tout à me concentrer, j'avance pas du tout. Et puis je fais,
Concrètement, je fais pas n'importe quoi, mais pas loin. Cette fatigue n'a rien d'étonnant. En effet, c'est en dormant que nous rechargeons le plus nos batteries. Et pas seulement. La nuit, notre corps produit des hormones pour la croissance, les défenses immunitaires ou la régulation de l'appétit. Dans notre cerveau, c'est le grand ménage. Il se détoxifie, trie et mémorise les informations importantes de la journée. Des fonctions essentielles à notre bien-être. Aurélie est prête à tout pour mieux dormir et pense avoir trouvé une solution miracle. Elle sera livrée dans quelques jours. Comme elle, nous sommes nombreux à courir après le sommeil. Combien d'heures devons-nous dormir pour nous sentir bien ? En réalité, c'est un peu la loterie, car notre besoin de sommeil est en partie génétique. Et lorsqu'on dort beaucoup, voire beaucoup trop, ce n'est pas toujours une chance. En Belgique, nous avons rencontré Camille. Elle nous a donné rendez-vous à 11h, avant son travail. Elle est à mi-temps et pour cause, elle dort 15 heures par jour. À notre arrivée, la jeune femme est plongée dans un sommeil si profond qu'il semblerait que rien ne puisse la réveiller. Pas même une équipe de télévision. Après un simulateur d'aube, une petite berceuse se déclenche. Mais Camille est complètement plongée dans ses rêves. Tous les matins, la jeune femme programme au moins 5 réveils différents. Et tous connaissent le même sort. Une demi-heure plus tard, on en est toujours là. Christophe, son petit ami, travaille lui aussi en horaire décalé. Il prend la situation avec philosophie. Moi, j'en profite pour jouer de la musique, puisque j'aime bien ça, et ça va un peu la réveiller plutôt, ça va faire un peu de bruit, et ça va la faire émerger, la faire venir dans le monde. Il faut savoir faire des faiblesses, des forces. Au bout d'une demi-heure, Camille émerge enfin. À 27 ans, elle est atteinte d'une maladie rare du sommeil, la narcolepsie ou l'hypersomnie. Ces médecins n'ont pas encore tranché. Quoi ? Oh, je suis fatiguée. Non, je suis fatiguée. J'ai l'impression que c'est une drogue, tellement c'est fort l'envie de dormir. Tous les matins, c'est le même calvaire. Au réveil, son comportement peut être confus, comme si son esprit restait bloqué dans son sommeil. Pour démarrer la journée, il lui faut un bon bain et des médicaments proches des amphétamines. Ça m'aide à me concentrer, à être plus attentive, à mieux comprendre ce qu'on me dit. Et donc ça m'empêche pas de dormir, ça m'empêche juste que mon cerveau aille ailleurs. En fait, enfin, je sais pas, je suis plus attentive, ouais. Camille n'a pas toujours été comme ça. Enfant, elle était très énergique et une excellente élève. C'est à l'adolescence que le sommeil a commencé à l'envahir. Ce handicap a bouleversé sa scolarité et a fini par l'éloigner de ses amis. Ses parents l'ont vue sombrer dans ce mal étrange sans comprendre. Moi, j'ai eu très peu au point de vue santé. On faisait toutes les analyses, les prises de sang, les radios, les scanners, enfin, tout on a fait. Et on nous disait toujours, mais non, cet enfant, elle n'a rien. Quand on ne comprend pas, c'est frustrant, en même temps ça énerve. À la limite, ça fâche en disant, enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vrai que j'ai eu des réflexions du genre que je suis paresseuse, que c'est un souci de volonté, que c'est juste une question de, si on veut, on peut. Et donc ça, c'était assez frustrant parce que j'entendais bien, et si on veut, on peut. Donc il suffit de se mettre un coup de pied au derrière, mais ça marchait pas. Et donc je culpabilisais encore plus, je me sentais encore plus mal en me disant, ok, donc en plus j'ai même pas de volonté, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même.
Camille a en réalité beaucoup de volonté. En plus de son travail, elle a repris des études pour devenir éducatrice spécialisée. Ses examens ont lieu dans 1 mois. Mais pour mener une vie normale, elle a absolument besoin d'un diagnostic précis et d'un traitement adapté. C'est à Paris, dans l'un des services les plus pointus de France, qu'elle espère trouver des réponses. Pendant 48 heures, les médecins de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière vont étudier son sommeil. Elle découvre sa nouvelle chambre. Oh, c'est tout mou. Une pièce sous haute surveillance. Une caméra et un micro seront braqués sur elle en permanence. Le reste du dispositif est placé directement sur la jeune femme. Vous allez avoir à peu près une dizaine d'électrodes. Ces électrodes permettent de mesurer l'activité cérébrale. En effet, le cerveau émet des ondes différentes selon nos stades de sommeil. Il en existe 3 principaux. Le premier, celui du sommeil léger. Le cerveau est toujours capable de percevoir son environnement et de réfléchir. Progressivement, il n'entend plus rien et passe en sommeil profond. C'est là que notre corps se régénère. Enfin, vient le sommeil paradoxal, celui des rêves dont on se souvient. Pour passer une bonne nuit, il faut enchaîner entre 4 et 5 de ces cycles. Ah ben, je suis magnifique, splendide. J'ai une petite photo souvenir. Hop. Donc, je vais démarrer l'enregistrement. On y va. C'est parti pour 48 heures d'examen. Camille va devoir faire 5 siestes de 35 minutes dans la journée. Elles permettent de mesurer la rapidité d'endormissement des patients. Donc là, c'est fini pour cet enregistrement-là. On recommence à 10 heures. Pour Camille, se réveiller sur commande est une torture. Malheureusement pour elle, les infirmières la surveillent. Ah, elle est en train de se rendormir. On va la réveiller. Eh ben alors, ça veut dire quoi, ça? Je vais devoir rester jusqu'à ce que vous vous leviez? Non. Je vous ai à l'œil, hein? Ouais. Mais vraiment, je lutte. Je me suis même dit, par rapport à la caméra de surveillance, si je mets ma tête comme ça, je fais semblant de regarder mon téléphone, peut-être qu'ils verront pas que j'ai les yeux fermés et que je dors. Et sinon, rester seule dans une pièce comme ça, où je peux rien faire, je dois juste rester éveillée, c'est vraiment dur, quoi. Vraiment. En fin de journée, malgré son équipement, elle décide d'aller se détendre un peu dans l'enceinte de l'hôpital. Les patients du service ne passent pas inaperçus. J'ai bien vu que les gens me regardaient bizarrement et j'aime pas qu'on me regarde, donc voilà, je n'étais pas spécialement à l'aise. Là, d'avoir une collègue qui est pleine de peps et qui ne se soucie pas de ça, etc., ça me rassure. Ouais, je me sens mieux, je me sens moins seule. Cette autre patiente souffre d'apnée du sommeil. Par moments, elle arrête de respirer pendant qu'elle dort. Bon, bah, un petit sourire, ça fait pas de mal, même si tu es attaché de droite à gauche. Et j'espère que ça... Entre gens branchés, on se soutient. Cette nuit, Camille va pouvoir dormir autant qu'elle veut. Il est minuit, elle s'endort immédiatement. Le lendemain, dans la salle de surveillance, les infirmières n'en reviennent pas. Camille est la seule patiente du service toujours endormie. Il est presque 16 heures. 15 heures d'enregistrement sans arrêt, je ne l'avais jamais vu avant d'être dans le service. C'est vrai que je trouve ça énorme de dormir autant de temps. D'affilée, sans se lever, sans aller aux toilettes, sans manger, sans rien. Ils ont besoin de rien. Justement, Camille se lève pour aller aux toilettes. L'infirmière en profite pour mettre fin à l'examen. Ça y est, vous êtes réveillée? Ouais, je comptais me recoucher. Et en fait, il est 16 heures. Il est 16 heures. Ah, dur, là, pour la peine. Hein. Ouais, c'est vraiment qu'il était... Eh non, il est déjà 7h06. Moi, je suis contente qu'au final, ça s'est passé un peu comme à la maison. Même si j'étais persuadée qu'il était beaucoup plus tôt.
Le docteur Arnulf, neurologue, dirige le service des pathologies du sommeil. Et son sommeil profond. Elle analyse la très longue nuit de Camille. Elle bouge pas. Hein. Et on est déjà à 4 h du matin, il n'y a que du profond. Elle passe en paradoxal. Ouais, 1h30. 1h30 de sommeil paradoxal d'un coup. Et elle recommence pareil après. Hein. Donc quand le réveil sonne à 8 h, elle est dans le même état que nous à 1 h du matin, quoi. C'est impressionnant. Le cycle du sommeil de Camille est complètement déréglé. Contrairement à nous, elle plonge presque directement dans un sommeil profond et y reste 3 fois plus longtemps. Lorsqu'elle passe en paradoxal, celui des rêves, elle y reste 1h30, quand nous y passons environ 20 minutes. Cette nuit, elle a cumulé 14 heures de sommeil. Le diagnostic est clair, il s'agit d'hypersomnie, une maladie rare qui nécessite un traitement. Bon, la pauvre petite, hein, c'est... Qu'est-ce qui vous impressionne? La quantité de sommeil, ouais. Ouais, c'est... Avec 14 heures de sommeil, c'est ça, elle a... Nous autres, on a 14 heures d'éveil, mais eux, c'est l'inverse, quoi. C'est qu'un tiers de la vie éveillée, quoi. C'est pas... Et encore, c'est pas un éveil de bonne qualité. Dans quelques heures, Camille va enfin comprendre pourquoi, malgré ses longues heures à dormir, elle est toujours fatiguée. C'est en étudiant des cas extrêmes comme le sien que les médecins percent un peu plus chaque jour les secrets de notre sommeil. Ils savent désormais ce qui se passe dans notre corps et notre tête lorsque l'on dort et même lorsque l'on rêve. Ce qui permet aussi de comprendre l'un des phénomènes les plus mystérieux, le somnambulisme. Ceux qui en souffrent témoignent rarement. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Ah putain. sur ces images, Adeline dort profondément. Elle-même a du mal à y croire. T'as vu les états? Ah, c'est vrai, c'est horrible de se voir comme ça. Adeline a 26 ans. Elle est somnambule depuis l'enfance. Kevin partage sa vie et ses crises depuis 3 ans. Et je me gratte tout le temps. Tout le temps, je me gratte. Pendant ces crises, elle dort, mais son cerveau est en partie réveillé, coincé entre rêve et réalité. Ses yeux, grands ouverts, perçoivent l'environnement. Mais le plus troublant, ce sont ses gestes. Presque aussi naturels qu'en éveil, au point de se lever. Elle se lève, elle baragouine, on comprend pas trop ce qu'elle dit et elle sait pas trop où elle est et puis voilà. Mais ça c'est un grand classique, celui-là c'est un grand classique. Debout dans le réel, mais la tête ailleurs, Adeline est capable de tout. Alors avant d'aller se coucher, Kevin prend des précautions. On essaie vraiment de tout ranger, de tout vérifier, que ça soit... qu'il n'y a rien qui traîne, pas de couteau, pas de ciseaux, pas d'objets tranchants. Pas d'objets tranchants, ouais. Pour éviter qu'elle sorte, Kevin verrouille portes et fenêtres. Et les clés? Il les cache. Après, elle peut faire ce qu'elle veut dans la maison, mais Voilà, au moins on reste ici. En sécurité, dans son bunker, Adeline fait au moins une crise par semaine. Vite, c'est vite, c'est là, c'est fait. Papi. Là. C'est là. La dernière anecdote, on était, donc elle était dans la chambre, j'étais sur le canapé, elle était partie se coucher avant moi. Et au moment où j'ouvre la porte, elle était juste là devant la porte. Elle m'avait emmené directement dans la salle de bain, elle était endormie, elle voulait discuter.
Contrairement à la légende, un somnambule ne risque pas de faire une crise cardiaque si on le réveille. Mais il émergera dans une confusion traumatisante. Alors cette fois, comme souvent, en pleine nuit, Kevin lui fait la causette. Vous en êtes rappelé de cette scène? Ah non, non, c'est toujours Kevin qui me raconte. Vous avez une deuxième vie la nuit, quoi. Ouais, c'est un peu ça. J'aimerais bien dormir, mais non, mon cerveau, on a décidé autrement. Cette deuxième vie, c'est en fait celle des rêves. Nous la vivons tous. Au-delà des fantasmes sur leur sens caché, les rêves sont devenus un sujet d'étude scientifique très sérieux. On ne sait pas fermement à quoi servent les rêves, mais on a beaucoup d'hypothèses. On pense de plus en plus que ça fonctionne évidemment comme un tube digestif. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette? Et dans ce qu'on garde, on sait que les rêves permettent de consolider la mémoire, et dans ce qu'on jette, on sait que le fait de dormir sur des émotions négatives fait qu'on les a moins le lendemain, donc on digère les émotions négatives. Les rêves nous aident donc à mieux vivre ce qui nous angoisse. C'est pourquoi 80% d'entre eux sont plutôt des cauchemars. Normalement, tout ça se passe dans notre tête. Mais parfois, le corps l'exprime, de manière spectaculaire. Dormir devient alors terrifiant. Gérard en sait quelque chose. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui, C'est très bien. installez-vous, je vous en prie. Toutes les nuits, il vit physiquement ses rêves. Tu vas te ressortir les joues, je vous le dis, moi, hein. Si t'as besoin de stockoli pour te botter le cul, oui, tu vois. Alors, comment vous dormez? C'est pas... Il y a toujours de l'agitation. Ah oui, oui. Ouais. Sa maladie porte un nom, le trouble du comportement en sommeil paradoxal, car ces crises apparaissent pendant ce stade, celui où l'on rêve le plus. En sommeil paradoxal, les neurones s'activent, comme quand nous sommes éveillés. Notre cerveau voit, sent et entend ce qu'il rêve. Mais normalement, cela ne se traduit pas physiquement. À part nos yeux qui bougent, notre tonus musculaire est complètement à plat. C'est aussi pendant ce stade qu'on fait les rêves les plus fous. Alors la nature a prévu un système de sécurité. Chez Gérard, c'est là que ça coince. Normalement, pendant cette phase, on est paralysé. On a un verrou qui nous empêche de bouger les bras, les jambes, de parler. Et dans cette maladie, ce verrou est touché. Il est dans le bas du cerveau. Et par moment, il va libérer les gestes. C'est-à-dire que les gestes qu'on fait en rêve, on va les faire dans la réalité. Les personnes ont les yeux fermés, elles sont vraiment dans leur rêve, donc elles ne voient pas les obstacles. S'il y a une lampe de chevet, elle va valdinguer, ils vont se couper dessus, ou s'il y a un conjoint à côté, il va prendre les coups. Il n'existe pas encore de traitement à ce trouble. Mais le docteur Arnulf suit de près son évolution chez Gérard. Les médecins ont découvert que cela pouvait être un premier signe de la maladie de Parkinson. Et surtout, qu'il pourrait aider à la guérir. L'écriture, elle n'a pas changé, ça va? Je pense pas. La maladie de Parkinson se traduit par des difficultés à bouger et de forts tremblements. Une grande partie des personnes atteintes souffrent aussi du trouble de Gérard. Mais pendant qu'ils vivent leurs rêves, leur maladie semble disparaître comme par magie. Quand ils ont des cauchemars agités la nuit, ils ont une force colossale, ils ne tremblent pas, ils parlent fort, comme si la maladie de Parkinson avait disparu pendant les rêves. Alors l'idée évidemment actuelle, c'est d'essayer de restaurer ça dans la journée. Parce que c'est dans la journée qu'on a besoin de gesticuler, de parler, c'est pas la nuit. On ne sait pas toujours d'où viennent les troubles sévères du sommeil, comme ceux de Gérard, Adeline ou Camille. Merci, au revoir. Portez-vous bien, au revoir, à l'année prochaine. Heureusement, il ne touche que 4% de la population. Alors qu'est-ce qui empêche la majorité d'entre nous de dormir? Nous aurions perdu 1h30 de sommeil en 50 ans. Selon Patrick Lemoine, docteur en neurosciences, la principale responsable, c'est la lumière des écrans. Smartphone,
tablette, écran d'ordinateur, c'est marqué interdit. Sauf la télévision, parce qu'elle est en général à plus de 2 mètres et qu'elle a peu de rayonnement bleu. Et on sait que l'exposition à une lumière bleue, bleu-blanche, le soir, perturbe le sommeil. Pourquoi? Parce qu'on ne sécrète plus la mélatonine, qui est un indicateur de sommeil. Si nous avons du mal à débrancher le soir, c'est peut-être à cause d'une idée reçue. Dormir serait une perte de temps. Mais est-ce vraiment le cas? Pour le savoir, nous avons contacté un artiste qui visiblement dort très peu. 3 h du mat, impossible de dormir. Kairon est une star du stand-up. Il souffre de troubles du sommeil depuis qu'il est enfant. Le corps veut pas. C'est comme un lendemain de fête. L'actualité fête, on se dit putain, mais qu'est-ce qui reste de nos rêves quand on se réveille le matin? Il dort moins de 6 heures par nuit. Je me suis retrouvé à regarder la demi-finale du championnat du monde de fléchettes. Pas facile celle-là. Je comprends même pas les règles. Kairon a réussi à faire de ses insomnies une force. Grâce à lui, vous allez comprendre que même lorsqu'on dort peu, le sommeil est notre meilleur allié. Ça va? À tout à l'heure. L'artiste arrive toujours à la dernière minute à son one-man show. J'adore ce théâtre, c'est vraiment ma salle préférée sur Paris. Pas besoin de répéter son texte. Le spectacle repose principalement sur de l'improvisation. Ça, c'est les portes des toilettes. En fait, c'est fait pour que tu sortes en étant assis directement, tu vois. Donc voilà, ça, c'est des loges. Pour se préparer, Kairon a juste besoin de lire une liste de mots-clés notés dans son téléphone. Des idées qu'il a souvent trouvées la nuit. Pardon, je l'avais zappé celle-là. Moi, ce qui me choque le plus dans le métro, c'est ces groupes de femmes là très mal habillées qui viennent te gratter ton argent. Tout le monde voit de qui je parle. Les contrôleuses. Ça, c'est venu en rêve, je l'ai noté le lendemain matin. Ouais, des trucs. Par exemple, là, j'ai une vanne, il y a écrit bouchon. Je suis vénère. Parce que je me réveille le matin, je suis sûr que c'était une bonne vanne. Et je sais pas ce que c'est. Kairon ne débranche jamais. Même lorsqu'il dort, son cerveau travaille. Avant de dormir, pour dormir, je m'imagine sur scène. Et comme mon spectacle, c'est un spectacle où je parle aux gens, je parle à des gens et donc j'imagine leurs réponses, parce qu'ils sont pas là. Et en fonction des réponses, j'ai des réparties qui sortent. Et quand je me réveille le matin, j'essaie de me rappeler un maximum de trucs que j'ai sortis pendant la nuit et je les note. Donc en fait, le sommeil te permet de t'entraîner finalement. Exactement. De vivre les situations à l'avance. Je répète en fait la nuit. Travailler, créer ou apprendre en dormant, est-ce vraiment possible? Sid Quider est chercheur, spécialiste du cerveau. Ce soir, nous l'avons invité à la représentation. Kairon construit son spectacle en interaction avec le public. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand elle était petite? T'es un de quelle classe? CM1, CM2, c'était ton rêve quand t'étais petite? Toi, t'es arrivé en CM1, t'as dit « Y'a trop un bon délire ici! Je vais jamais partir !» Mademoiselle, j'arrive. Avocate. Oh, elle vient de te piétiner, mais tu le forces. Même dans le lever de main, il y avait un côté... T'as fini avec les prolétaires? Une amie? Oh. Lorsque l'on mise sur l'improvisation, il faut saisir toutes les balles au bon. Un mec qui tweetait l'autre fois, je dis « Mais arrête de tweeter! Parle-moi, comment tu t'appelles ?» Kairon me parle. Dois-je répondre? #dilemme. Le spectacle change tous les soirs. Cette fois-ci, il profite de notre présence. Qui connaît Zone Interdite? Moi. En fait, ils font une spéciale sommeil. D'ailleurs, il y a un spécialiste du sommeil qui est dans la salle. Où est-ce que t'es? T'es où? Voilà, c'est le spécialiste. Il dort, très bonne vanne. En fait, je vous explique, comme je suis insomniaque et que, en fait, souvent dans la nuit, j'ai des blagues qui me viennent en tête et je les note après sur mon téléphone et je les teste en spectacle. Par exemple, il y a quelques temps, je dormais et le lendemain matin, j'ai noté Miss France. Son rôle, c'est de représenter la France à travers le monde. Mais Miss Univers. C'est quoi son job? Comme ça, je vous mets dans la confidence, vous n'avez pas peur des caméras, c'est mieux. Juste s'il y a des couples illégitimes, fallait penser avant, les gars. Je suis désolé, je peux rien faire pour vous. Vous venez de passer 60 minutes avec Kairon, merci les amis.
Pendant 1 heure, le cerveau de Kairon a carburé à toute vitesse. Selon Sid Quider, c'est en partie au sommeil que Kairon doit ses performances. Bonjour. Bonsoir, salut. Même s'il dort peu. Très bien. C'est comme ça qu'on met les matières. Ce spécialiste étudie ce que notre esprit est capable de faire pendant la nuit. Chez beaucoup d'insomniaques, en fait, il y a cette illusion de quasiment pas avoir dormi, parce qu'en fait, même quand ils dorment, en fait, ils continuent à travailler. D'accord. Et après, quand tu fais le calcul, tu dis attends, j'ai pas dormi, mais entre-temps, j'ai fait ça et ça. Bah si, j'ai dormi 4 heures. Ouais, exactement. Mais tu les as pas, les comment? C'est parce que... En fait, c'est vraiment une idée reçue que pendant le sommeil, en fait, le cerveau s'arrête de travailler. Pas du tout. Le cerveau, il s'éteint pas. Le cerveau, au contraire, il y a même des choses, en fait, qui marchent mieux pendant la nuit que pendant la journée. D'accord. Comme le fait de renforcer ta mémoire. On accumule plein d'informations pendant la journée. Et au bout d'un moment, en gros, le cerveau, il est surchargé et il a besoin de faire le tri. Au lieu de lutter, c'est ça que tu me dis, c'est qu'au lieu de lutter et de se dire je dois travailler, je dormirai ce soir, sinon je vais me décaler demain, nanana. Au contraire, il faut prendre le temps pour... Ça, c'est bien démontré. Si on te donne un problème à résoudre le soir, après une longue journée de travail de 12 heures, tu vas avoir beaucoup de mal à le résoudre. Et si tu dors entre-temps, alors qu'a priori, tu n'as rien fait entre-temps, tu n'as fait que dormir, le lendemain matin, tes performances augmentent. Et en fait, il vient de m'expliquer que je peux rallonger de 2 heures, de 3 heures cette durée où je peux créer. Ça veut dire que je peux maintenant me dire ok, ce soir je vais réfléchir à telle thématique et me reposer et travailler pendant que je dors. Mais tu as embelli ma vie, c'est même pas que le point. Merci. Mais très sincèrement, je pense qu'en fait tu le fais déjà d'une certaine manière. Toi, tu te définirais comme comment alors finalement? Toi, comme un insomniaque? Comme un petit dormeur heureux? Un insomniaque heureux, on fait un mix des deux. Rire de ses insomnies, Aurélie, la jeune graphiste, en est bien loin. Ses courtes nuits l'épuisent. Et malgré la fatigue de sa journée de travail, le soir, le sommeil ne vient pas. La jeune femme a tout essayé. Faire du sport, boire des tisanes, et même s'en remettre au pouvoir des plantes. Tac. Bah, j'ai une belle panoplie là. J'ai des petits sprays comme ça de fleurs de bac à pulvériser. Des fois, j'en pulvérise tous les quarts d'heure. Tac, tac, tac. Bah, alors, il y a la bergamote qui marche bien. Ça me rassure un petit peu d'avoir ça. Je sais pas dans quelle mesure ça marche, mais en tout cas, quand je vois que je commence à m'agacer ou à trop angoisser, ben voilà, j'ai au moins une petite trousse de secours qui me rassure. Comme un Français sur 7, Aurélie a aussi tenté les somnifères. Pas franchement une réussite. Et le lendemain était catastrophique, je me sentais très vaseuse, j'avais mal au ventre, j'avais l'impression d'être dans un état un peu second, sonné. Des effets secondaires avérés, sans compter les risques neurologiques à long terme. Les Français consomment chaque année 117 millions de boîtes de calmants et somnifères. Nous sommes les champions d'Europe avec l'Espagne. Mais quelle est l'efficacité de ces pilules ? Le terme de somnifère est une escroquerie intellectuelle. Somnis, sommeil, ferré, apporter. Quand vous êtes sous somnifère, vous ne dormez pas, vous avez une anesthésie légère. Et donc tous les bienfaits du sommeil, qui sont nombreux, ne sont pas sous somnifère ou sous tranquillisant, puisque c'est à peu près la même chose. Bonjour. Aurélie a dû trouver autre chose. J'ai reçu un colis. Ah, merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Parmi les innovations qui promettent de retrouver le sommeil, elle a peut-être dégoté la perle rare. Voilà la bête. Un objet high-tech. C'est un bandeau connecté créé par des chercheurs. Du coup, ça repose pas du tout. Ah, bah ouais, mais j'ai peut-être le crâne mal foutu. Mais non, faut vraiment que ça repose là. Ah si, c'est mieux comme ça, non? Une version allégée du dispositif porté par Camille à l'hôpital. Son prix, 500 €. Aurélie a 30 jours pour l'essayer gratuitement. En plus d'enregistrer son sommeil, ce bandeau est censé l'aider à s'endormir plus vite et plus profondément grâce à des sons spécifiques. Notamment des bruits blancs, comme le son de la neige d'un téléviseur. Comportant autant de graves que d'aigus, il nous aiderait à plonger dans un cocon rassurant. Il y a un côté quand même un peu science-fiction. Mais bon, pourquoi pas? Au contraire, si la technologie peut nous aider, que ce soit moi ou d'autres personnes qui ne dorment pas, c'est génial en fait. Peut-être que je testerai histoire de voir ce que ça peut donner. Si tu peux encore dormir plus profondément. C'est ça, exactement. Toutes les phases de la nuit d'Aurélie seront détaillées dans son téléphone. On avait dit que je soulevais ma frange. C'est un peu flippant de dire que mon sommeil va être enregistré là-dedans.
Encore faut-il réussir à connecter le bandeau. Il est allumé là? Ouais, il clignote. Ah, connexion bandeau. Bien, ça marche. Je pense que le temps, en fait, c'est le temps que le bandeau se connecte, t'as le temps de t'endormir, c'est peut-être ça leur truc. Après 20 minutes de prise en main, et go! L'expérience peut commencer. Tac! Et Il n'y a plus qu'à, on va voir ce que ça va donner. C'est bon? Ouais. Bonne nuit! Bonne nuit. 23h30, extinction des feux. C'est la première fois que nous voyons Aurélie presque immobile dans son lit. Et ça va durer plusieurs heures. Le lendemain matin, surprise, ce n'est pas Thibaut qui prépare le petit déjeuner. La jeune femme aurait-elle dormi? Je me suis pas sentie ni mieux, ni moins bien au réveil. Et je sais pas si j'ai mieux dormi en fait, j'ai pas vu de différence. L'impression d'Aurélie est-elle juste? Salut. Ça va, t'as bien dormi? Bon alors, ce casque, qu'est-ce que ça donne? Bof. Oh, regardez l'appli du coup. Alors donc t'as dormi 5h45. A priori, tu t'as mis 7 minutes pour t'endormir. Pas si mal pour une insomniaque. T'as plein de microphases où tu t'es réveillé. Et ils disent pas combien? Si, ça correspond à 13% de ta nuit pendant 54 minutes. Ouais, quand même. Mais du coup, tu vois, c'est tout un petit point. C'est pour ça que j'ai l'impression des fois de pas du tout dormir, c'est qu'en fait je me réveille tout le temps. T'avais du sommeil profond pendant 1h55 du coup. Au tout début. Comme beaucoup d'insomniaques, Aurélie dort en réalité beaucoup plus qu'elle ne croit. Mais elle s'est enfermée dans un cercle vicieux. La certitude qu'elle va mal dormir finit par l'empêcher de dormir. 75% des insomnies sont d'origine psy. C'est souvent le fait des personnes qui veulent dormir. C'est parce que je veux dormir que je dors mal. Et je vais vous le démontrer de manière très simple. Vous prenez des sujets sains qui ne savent pas ce que c'est que l'insomnie. Vous les mettez dans un dortoir et au moment d'éteindre la lumière, 50 000 $ au premier qui s'endort. Il n'y a pas un qui a fermé l'œil. Parce que leur envie de dormir était telle qu'ils ne pouvaient plus dormir. Lorsque nous nous endormons, notre cerveau vagabonde. Il oscille entre éveil et sommeil, réalité et rêve, conscient et inconscient. Une pratique peut nous plonger dans cet état intermédiaire, l'hypnose. Les médecins utilisent de plus en plus cet état de conscience modifié avec des résultats spectaculaires. Le docteur Güller est urgentiste. Elle vient d'être appelée pour un jeune homme en pleine crise de tachycardie. Son cœur bat à 200 depuis une demi-heure. Quand ça perdure comme ça, une demi-heure à 200 pulsations par minute, c'est fatigant. Et ça crée un malaise, on peut perdre connaissance. Donc ça veut dire qu'il est temps qu'un médecin intervienne pour ralentir. En plus de ses 10 ans d'études de médecine, le docteur Güller s'est formé à l'hypnose pendant 1 an. Il est déjà dans l'ambulance? Bonjour. On va regarder. D'accord, donc t'as un jeune homme de 25 ans qui s'est présenté spontanément à la caserne. D'accord. Les pompiers n'ont pas réussi à calmer le patient. Il a roulé en moto, ça fait L'électrocardiogramme plafonne toujours à 200. un électro directement en arrivant. Bonjour jeune homme, je suis médecin du SAMU. Ah, donc ça a commencé à quelle heure tes pulsations, dis-moi? Quand je suis parti de chez moi, je sais pas à quelle heure, j'étais en moto, je sais pas. D'accord, ça t'est arrivé sur la moto? Au moment où je prenais un virage. D'accord. Et je suis vraiment pas bien. Et d'habitude ça part? Ouais, au bout d'un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, c'est réglé, sauf que là, ça fait une demi-heure. Tu peux préparer le crénosan? L'équipe prépare une injection pour ralentir le cœur. En attendant, le docteur Güller tente quelque chose. On va faire une petite séance de relaxation en même temps qu'on traite, d'accord? Donc prends le temps de suivre ta respiration. Ne fais aucun effort pour te détendre. Simplement suivre l'air qui entre et qui sort profondément de tes poumons. Et en même temps, je te demande de mettre tes mains comme ça. Voilà. Et tu vas les regarder. Comme si tu venais de les voir pour la première fois. Très bien. Sans prévenir son patient,
l'urgentiste entame une séance d'hypnose. Tu vas remarquer que tes narines peuvent ressentir les odeurs de l'ambulance. Tes yeux peuvent remarquer la lumière tout autour de toi. Elle détourne l'attention du jeune homme sur l'environnement. Tu observes l'air qui entre et qui sort, sans faire aucun effort. Le patient, parfaitement conscient, commence à se calmer. Et là maintenant, tu vas prendre contact et localiser une autre partie de ton corps. Une partie qui se sent bien et qui va vraiment bien. L'infirmière attend toujours le signal pour la piqûre. Cette partie-là de ton corps qui se sent bien, et je ne sais pas comment elle fait, va venir en aide à cette partie de ton corps qui est gênée, qui souffre. Voilà, c'est très bien. Vraiment bien. En seulement 5 minutes, et sans médicaments, le rythme cardiaque est descendu de 200 à 90. Le corps collabore profondément et de plus en plus profondément. Je crois que je vais vous appeler dès que j'ai ça, moi. Ah, vous êtes top, hein. Voilà. Je crois que j'ai plus rien. J'ai vu. Vous me donnez votre numéro, je vous appelle la prochaine fois si j'ai ça par téléphone. Ah, mais vous êtes la première à me faire ça et... D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé, la notaire? En fait, on a fait une séance d'hypnose. J'ai fait une séance d'hypnose préparatoire. En fait, je comptais faire des médicaments. Et en fait, en faisant la séance d'hypnose, la tachycardie s'est réduite spontanément. Là, on n'a plus besoin de traiter parce qu'on a un rythme à 90. Donc, je n'injecterai plus de médicaments. Donc, on va respecter le rythme et les choses se font naturellement. Donc, c'est très bien. C'est de la magie ce que vous faites, docteur, en fait, non? Pas du tout. C'est quoi, alors? Ça s'appelle de l'hypnose médicale. Le docteur ne croit pas à la magie. Et pour cause. Sous hypnose, le cerveau flotte entre l'éveil et le sommeil. L'esprit, guidé par la voix du thérapeute, arrive à prendre le contrôle du corps. Nous pouvons ralentir notre rythme cardiaque et même endormir les douleurs les plus vives. Ça m'épate et ça me pousse à pratiquer de plus en plus. Parce que je suis vraiment très impressionnée des compétences qu'on peut avoir en nous, des ressources. C'est génial. À Metz, l'enthousiasme du docteur Güller a fait tache d'huile. Aujourd'hui, l'hôpital de Mercy possède un des rares services d'urgence où se pratique l'hypnose. 6 médecins et infirmières sont formés à cette technique naturelle. Ah, il y a un trauma nasal, c'est une plaie? Bah écoute, installe, on va lui poser la question. Mais quand ils annoncent la couleur au patient, il y a comme un malaise. Bonjour monsieur, je suis le médecin des urgences. Cet homme s'est ouvert le nez sur un chantier. La fracture nécessite 7 points de suture. Il a le choix entre l'anesthésie locale ou l'hypnose. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on vous fasse la suture de la plaie avec de l'hypnose? Ça reste un état naturel, hein? Ouais. Oui? Après, vous savez si ça marche ou ça marche pas, hein, donc... Il y a aucun risque, ça? Absolument pas. Je suis médecin urgentiste, je suis médecin, on est à l'hôpital. Et vous allez voir que ça ressemble à de la relaxation. D'accord? Grâce à l'hypnose, ce patient va pouvoir vivre cet événement traumatique qui est la suture aux urgences, parce que c'est toujours un stress et une douleur, de manière plus confortable. Ça va l'aider à gérer ses émotions douloureuses, à les modifier et à mettre autre chose à la place. Donc il ressentira peut-être moins la douleur, peut-être pas du tout. C'est lui qui la vivra à sa façon. Lorsque l'on se fait mal, le cerveau reçoit l'information de 2 manières. Une première zone traite la sensation physique. Où a-t-on mal ? Et à quel point? Une autre gère l'émotion liée à la douleur. L'hypnose agit sur ces 2 régions. Non seulement on ressent moins la douleur, mais également la colère ou le stress qu'elle provoque. Les études scientifiques ont prouvé qu'on pouvait ainsi réduire de 30 à 60% la perception de la douleur. Je vais vous installer. D'accord. Vous pouvez fixer un point, je crois que vous l'avez déjà Oui, fixé en ça phase y est, 2. c'est fait, ouais. Ça y est, je vous laisse fixer le point. Sans anesthésie, Et là, la suture de la plaie est normalement très douloureuse sur cette région du visage. voilà, c'est très bien. Profondément. À partir de maintenant,
votre visage sera dans un état confortable, agréable, et ne ressentira presque plus rien, comme s'il était endormi. Et là, maintenant, vous allez confier votre visage, votre nez à mon collègue qui commence les soins, c'est normal. Et ressentez cette différence dans votre visage qui est tout endormi. De plus en plus endormi, profondément endormi. Respirez calmement, détendu. Tout se passe bien, c'est agréable. Malgré l'aiguille qui pique et repique, le patient ne bronche pas. Comme si vous étiez en vacances. Et ça fait vraiment du bien de ressentir tout ça. Continuez à respirer calmement. Les 7 points de suture sont réalisés en 10 minutes. Très bien. Voilà. Progressivement. Vous allez revenir vers nous. La séance est terminée. Faites-nous un signe. On va dire oui. Très bien. Très bien. C'était confortable la suture pour vous? Oui, c'était confortable. Mais là, j'étais vraiment hypnotisé. Oui, vous avez été en état hypnotique, oui, oui. D'accord. Ok. Vous avez les yeux vraiment partis dans le vide. Il faut savoir que l'hypnose, c'est un état naturel. L'hypnose médicale n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle. Et les médecins doivent souvent le rappeler à leurs patients. Et après, en fait, les séances d'hypnose, on me disait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec la personne, plus ou moins. C'est pas de la manipulation. Ouais. Non, pas du tout. Vous étiez dans le contrôle permanent et c'est important que vous gardiez le contrôle parce que c'est votre corps et de toute façon, on ne fait pas de la magie. On ne peut pas vous contrôler. D'accord, pas de souci. Voilà, au revoir. Au revoir. Est-ce que c'est un peu comme s'il rêvait, finalement? Oui, certains diront que c'est un rêve éveillé. Mais au niveau de l'IRM cérébral, c'est pas ce qui ressort. Mais la sensation, c'est un peu la sensation d'être ailleurs. On est peut-être dans un projet futur, ou bien on est sur la plage, comme ça, on en regardait, et votre mari vous appelle, et vous l'entendez. Il dit qu'il vous entend pas, il va dire « elle est plus avec nous ». Tout ça, en fait, c'est de l'hypnose, donc être là sans être là. Et c'est cet effet-là qu'on reproduit dans les soins. À Paris, Camille va enfin comprendre pourquoi elle est si fatiguée alors qu'elle passe les 2/3 de sa vie au lit. Sous les yeux des médecins, elle a dormi 14 heures d'affilée après une journée ponctuée de sieste. Vous n'êtes pas le record du laboratoire, mais pas loin. Hein. Soit il vous manque un circuit de réveil, un système de réveil, et on le voit dès le matin, puisqu'il y a cette difficulté à émerger. Soit il y a un excès de production de sommeil, comme si vous fabriquiez une sorte de somnifère en vous, mais continue tout le temps. Même si Camille cumule les heures de sommeil, chez elle, il n'est pas réparateur. Les médecins ne savent pas encore expliquer pourquoi. L'hypersomnie a été découverte il y a 20 ans à peine, mais le diagnostic suffit à apaiser la jeune femme. Je suis surtout rassurée maintenant que je sois sûre que c'est ça en fait, parce que ça veut dire que je ne dois plus chercher, ça veut dire que je ne dois plus faire de tests. Je suis soulagée quand même de savoir qu'il y a un mot, un nom et une explication à ma situation. Bon, on va aider avec les médicaments quand même, hein. Là je pense qu'il en faut. Grâce au docteur Arnulf, Camille aura accès à un traitement expérimental dans quelques semaines. Merci beaucoup. Mais en attendant, un autre défi l'attend. Dans 3 jours, elle passe son examen d'éducatrice spécialisée. Salut. Ça va? Entre ses révisions et son travail d'animatrice à la Maison des Jeunes, Camille s'active comme elle peut pour lutter contre la fatigue. Mais dès qu'elle se pose, le sommeil l'envahit à nouveau. J'ai tendance à chipoter dans mes cheveux. Ça, c'est le signe que je suis fatiguée en général, mais en même temps, je sais pas, ça me maintient un peu éveillée, ça m'occupe. Sinon, je me pince un peu les bouts des doigts, parce que ma mère m'avait dit que ça pouvait refaire circuler un peu le sang et donc stimuler un peu. C'est ma manière à moi de rester un peu concentrée, de rester attentive malgré tout. Cette concentration, elle va en avoir particulièrement besoin dans 3 jours. Aujourd'hui, elle passe ses examens. Il est 8 heures. Salut. Ça va? J'ai tes feuilles. Ah, cool, merci. Et j'ai ça. Cool. Camille est dans le même état que nous si nous étions réveillés en pleine nuit. Sa mère est venue s'assurer qu'elle ne serait pas en retard. C'est bon?
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Tu as de quoi écrire? La carte d'identité. Ouais, prends tes papiers quand même. Hein. La jeune femme doit garder toute son énergie pour l'épreuve. Elle a donc demandé à sa mère de conduire. Pareil pour l'examen, si ma maman pouvait le faire à ma place, ça m'arrangerait. Mais non, conduire, je le sens pas. Pas cette heure-ci. En s'approchant du centre d'examen, les doutes l'envahissent. Je suis pas sûre d'avoir toutes mes facultés, on va dire. Donc c'est ça qui me stresse à l'avance, c'est de savoir que ça tombe, y a rien qui va venir dans mon cerveau, enfin que mon cerveau sera éteint à ce moment-là, et du coup, sur le moment même, ça va m'énerver, ça va m'angoisser encore plus et ça va accentuer ce côté-là. Au programme, écrit le matin et oral l'après-midi. Camille n'aura pas le temps de rentrer faire la sieste pour recharger ses batteries. Je voudrais bien voir sur votre bureau uniquement de quoi boire, éventuellement une bouteille d'eau, un paquet de mouchoirs, de quoi écrire, et on enlève le reste. L'épreuve va durer 4 heures. 4 heures à rester assise et à mobiliser ses neurones. Pendant que les autres élèves grattent, Camille semble avoir des moments d'absence. Une heure avant la fin de l'épreuve, elle quitte la salle. Je me sens pas très bien. Après cet examen-là, je suis claquée, je suis tellement fatiguée que j'ai envie de vomir, j'ai des nausées, j'ai envie de pleurer. J'aurais aimé avoir plus d'énergie, plus de concentration. Parce que je sais que je suis capable de faire mieux, mais bon, je crois que je vais vomir. En général, Camille arrive à masquer ce type de symptômes. Mais aujourd'hui, sa fatigue prend le dessus. Être malade comme ça, c'est vraiment le signe que là, j'ai été trop loin dans ma fatigue. Que ouais, je suis vidée, je suis épuisée. Enfin, là, même là, j'ai du mal à parler, à trouver mes mots. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, j'en peux plus. Mais bon, je vais devoir me faire violence jusqu'à 17h, quoi. En attendant son oral, la jeune femme a beaucoup de mal à résister. Malgré sa maladie, Camille réussira-t-elle son examen? Cet épuisement, nous le ressentons parfois quand nous sommes en privation de sommeil. Est-il possible de lutter contre la fatigue? Et surtout, jusqu'où? À Paris, des scientifiques en ont fait leur sujet de recherche prioritaire. Nous sommes au centre du sommeil de l'Hôtel Dieu. Tu fais le TME et Mathias s'occupe des sujets en simu, ça te dérange pas? Ça marche. Ok, ça marche. Avec moi ce soir. Ces chercheurs en blouse blanche sont des militaires. Ils mènent une expérience très éprouvante pour leurs cobayes. Depuis 5 jours, ils ne dorment que 3 heures par nuit. Vas-y, installe-toi. Arnaud Rabat, le directeur de l'étude, va les soumettre à un test terrible. C'est un test qui mesure la capacité du sujet à lutter contre l'endormissement parce qu'il va être placé dans l'obscurité pendant 40 minutes. Ilyes, jeune informaticien, s'est porté volontaire pour l'expérience. Il aime tester ses limites. C'est vraiment compliqué, mais c'est un bon challenge, on va dire. On va le prendre comme ça, c'est un bon challenge. Impossible de tricher avec des électrodes sur la tête. Si les cobayes font plus de 3 épisodes de 30 secondes en sommeil léger, l'expérience s'arrête. Il est là, les yeux sont fermés, ça va le tracer et on voit qu'en fait, progressivement, ces mouvements oculaires vont se ralentir, disparaître et on va avoir un rythme cérébral qui traduit le début de l'endormissement. Ils doivent tenir 40 minutes. Un calvaire. Dans le noir et le silence, les cobayes sont épuisés et ils luttent. Au bout de 10 minutes, le sommeil gagne par KO contre un premier sujet. Ça
Ça a été dur. Plus que 3 candidats en lice. Ilyes est le dernier à résister. C'est vraiment un effort de motivation de rester éveillé coûte que coûte. Là, on voit qu'il joue bien le jeu aussi. Qu'il essaye de vraiment rester éveillé autant qu'il peut parce qu'on voit que les paupières deviennent lourdes. Là, il commence à tomber. Et malgré tout, pour l'instant, il reste éveillé. Ilyes n'a plus que 4 minutes à tenir, mais dans son état, c'est interminable. Il sombre. C'est vraiment fort, c'est plus fort que tout. Sincèrement, la faim, n'importe quel autre sens, n'importe quelle autre envie. À ce jour, j'ai pas trouvé quelque chose de plus fort que l'envie de dormir. La somnolence est la conséquence visible du manque de sommeil. Mais ce n'est pas la seule. Il altère aussi nos réflexes et notre attention. Et le plus dangereux, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Sur l'autoroute, un accident mortel sur 3 est dû à la fatigue. En général, on s'habitue aux effets de la restriction. Donc quand on vous interroge sur l'état dans lequel vous êtes, au bout d'un moment, cet état est relativement stable, alors que vos capacités, elles, continuent à se dégrader. Mais ça, on s'en rend pas forcément compte. Non, justement, parce qu'on s'est habitué à notre état, et donc du coup, on perd la notion, justement, de dégradation de nos capacités cognitives. Ces militaires n'ont pas seulement vocation à faire avancer la science. Pour eux, le sommeil est une question de vie ou de mort. En zone de guerre ou lors de missions à haut risque, ils peuvent passer des nuits entières sans dormir. Pourtant, c'est un besoin vital, comme boire ou manger. La privation de sommeil est d'ailleurs une technique de torture redoutable. Quel que soit le courage des hommes, il ne fera pas le poids contre la fatigue. Alors, pour que le sommeil ne soit pas un ennemi, les militaires se forment à des techniques surprenantes. D'emblée, vous prenez conscience de votre respiration. Sophrologie, yoga et même auto-hypnose. Depuis 2008, l'utilisation de substances dopantes est très limitée dans l'armée. Alors les militaires se sont convertis aux méthodes naturelles. Vous ressentez un relâchement physique qui va s'accompagner d'un relâchement mental. Dans cet autre exercice, le but n'est pas de s'entraîner au tir, mais à l'apnée. Bloquer sa respiration booste le cerveau et nous met dans un état d'hypervigilance. On commence par expirer, en vide complet, on expire. Inspiration, je viens bloquer, poumon plein, réalisation, mouvement. Allez, dynamique. Voilà, Laurent est officier adjoint dans l'armée de terre. Il rejoindra bientôt l'opération Sentinelle. Il devra être capable de réagir immédiatement à une agression, quel que soit son état de fatigue. Un soldat qui est en mission est sursollicité. Donc concrètement, il y a des moments où il a besoin d'avoir des outils pour accélérer son endormissement et avoir une qualité de sommeil. Et il y a des moments où il a besoin d'avoir des outils pour se réactiver, se remobiliser très vite malgré sa baisse de régime. Pour tester l'efficacité de ces techniques, les stagiaires sont placés en conditions réelles de fatigue. Ils ne vont pas dormir pendant les 40 prochaines heures. Il est minuit, cela fait 18 heures qu'ils n'ont pas dormi. L'expérience se poursuit avec une petite marche en forêt de plus de 6 heures. À partir de la 20e heure de travail continu, on arrive à un temps de réaction, des capacités d'analyse qui sont exactement les mêmes que celles que l'on a quand on a 0,5 g d'alcool dans le sang. À ce stade, Laurent est déjà dans le même état qu'après 4 verres de vin. À 8 heures, le lendemain, les militaires n'ont pas dormi depuis 25 heures.
Je vois rien, là, du tout. Allez, on va tout droit, là. On va tout droit. Les vraies épreuves commencent. Voilà. Privé de repères, Laurent est plongé dans une situation de stress. Voilà, donc, pour t'en aller d'ici, tu vas devoir nous répéter la phrase suivante. Pourquoi les Alliés ne se désolidariseraient-ils pas? Allez, alors, c'est quand tu veux. C'est quand tu veux. Difficile au contact de l'eau glacée. Ah non, c'est pour ça que je parlais. Ah bah oui, mais moi je te demande de parler comme il faut. Pourquoi les Alliés? Voilà. Le principe de l'exercice, c'est de réussir à maîtriser ses respirations et son relâchement musculaire, alors qu'il y a du froid. Donc il faut que je reste concentré pour répéter une consigne simple. Une version extrême de ce que l'on éprouve quand on se couche crispé après une dure journée de travail. Se concentrer sur sa respiration serait la clé pour s'endormir. 30 heures sans sommeil. Les épreuves continuent. Cagoulé et les mains liées, Laurent va maintenant devoir se jeter à l'eau et rejoindre le bord le plus vite possible. Pour s'y préparer, il utilise une autre technique. Je fais une préactivation mentale. Là. Je fais la gestuelle technique vraiment pour pouvoir faire cet exercice sans me mettre en stress. Une technique que nous pouvons aussi appliquer lorsqu'un événement nous stresse. Il suffit d'imaginer qu'il se passe bien pour nous détendre et plonger dans le sommeil. Laurent termine l'épreuve en moins d'1 minute. Un bon score. Stress et fatigue, c'est un binôme indissociable. Longtemps, on a cru que c'était le stress qui amenait les problèmes de fatigue et on est plutôt maintenant sur la tendance à non. Il faut apprendre à gérer sa fatigue et à gérer son potentiel sommeil pour finalement éviter de tomber dans une situation un peu moins maîtrisée de stress. Fin de journée, cela fait 37 heures que les stagiaires n'ont pas dormi. La dernière épreuve est peut-être la pire. Bien au chaud, ils assistent à un cours de sciences. Alors donc, premier point important, le concept d'homéostasie et l'axe du stress, l'axe plus communément appelé axe corticotrope, donc hypothalamo-hypophyso-surrénalien. À ce stade d'épuisement, les militaires semblent avoir oublié tout ce qu'ils ont appris. Vous ne pourrez pas, de façon éternelle, aller puiser dans ses ressources sans qu'au bout d'un moment, le réservoir soit complètement vide. En fait. Quelques minutes plus tard, c'est la valse des têtes qui tombent. Ce que certains psychiatres appellent décompensation. On va décompenser d'une certaine manière, mais qui va nous conduire à avoir un comportement déviant. On va considérer comme déviant. Ça va? J'en perds certains. Ces hommes sont ultra entraînés. Pourtant, la fatigue a gagné le combat. Alors, quelles sont les conséquences de ces 40 heures sans sommeil sur leurs réflexes? Réponse avec un test extrêmement simple. Dès que le compteur démarre, il faut l'arrêter en cliquant sur la souris. Pas besoin de réfléchir. Reposé, on réagit en moyenne en 300 millisecondes. Avec la fatigue, les millièmes de seconde défilent. Ils mettent beaucoup plus de temps à réagir. J'ai accumulé les erreurs, c'est horrible. Bon, pause. Le repos des guerriers ne va durer que 25 minutes. C'est peu. Mais ils ont quelques secrets pour optimiser ce temps. Par exemple, contrôler sa respiration. Ces techniques sont accessibles à tout le monde, elles sont simples. On va inspirer au maximum par le nez, en gonflant d'abord le ventre. Ensuite, on va gonfler la cage thoracique jusqu'à arriver aux épaules. Et dans l'expiration, on va expirer par la bouche. Quand je relâche les épaules,
je relâche tout l'air de la cage thoracique et je viens creuser le ventre en fin d'expiration. Ça va apporter beaucoup d'oxygène et donc favoriser le relâchement musculaire. Après cette petite parenthèse zen, sont-ils plus performants? La plupart réagissent en moins de 500 millisecondes. J'ai récupéré le taux de marge d'erreur initial et pareil pour le taux de réponse en fait. Comme si j'avais passé une très bonne nuit de sommeil et c'était la première fois que je faisais le test. Une bonne nouvelle, mais il y a un mais. Les effets bénéfiques de la sieste ne durent qu'1 heure, voire 2. On ne peut pas lutter indéfiniment contre le sommeil. Il gagne toujours, parfois par chaos. Et si, pour reprendre l'avantage, le secret n'était pas de dormir assez, mais plutôt au bon moment. Fabrice Amédéo est navigateur. Depuis 10 ans, il participe à des courses en solitaire, comme celle du Figaro. C'est des courses avec des étapes assez courtes, pas loin des côtes. Il y a beaucoup de trafic, on dort peu, voire pas du tout. Lors de ses premières compétitions, Fabrice ne se préoccupait pas de son sommeil. Jusqu'à ce qu'une nuit, il voit un énorme paquebot foncer sur lui. Une hallucination. Et donc ce bateau très éclairé se rapprochait de moi, Et j'ai commencé à changer ma trajectoire et le bateau continue à se rapprocher, à modifier ma trajectoire dans l'autre sens, il se rapprochait encore. Je l'ai appelé à la radio, à la VHF, j'ai donné ma position, il se rapprochait toujours. Et à un moment, j'ai fini par revenir à la réalité. C'était pas du tout un paquebot, c'était un village, la lumière de la Terre, avec la Terre vers laquelle j'allais m'écraser. Ce jour-là, Fabrice évite de justesse un accident dramatique. Depuis, avec l'aide d'un médecin, il apprend à réguler son sommeil. Fait pour le départ? Bah écoute, ouais, il y a des bonnes petites conditions. Ouais, ça va un peu mouiller là, ça va être sport, ça va être vraiment sympa. Certaines heures sont plus propices que d'autres à un sommeil réparateur. On appelle ça les portes du sommeil. Chez un dormeur lambda, il en existe 3. Le soir vers 23h, à l'aube vers 5h et juste après le déjeuner. Les navigateurs doivent en trouver beaucoup plus, car ils ne peuvent dormir que par tranche de 30 à 60 minutes. Le navigateur, lui, il a peu de temps pour dormir. Donc lorsqu'il va dormir, il veut à tout prix faire du sommeil très réparateur. Donc nous, notre job, c'est de vérifier, grâce à un appareil qui analyse le sommeil, où sont ces fameuses portes de sommeil, c'est-à-dire ces périodes idéales pour faire du sommeil réparateur. En mer, Fabrice a appris à s'endormir quasiment sur commande. Malgré une cabine pas très confortable, et pour seule compagnie, le pilote automatique. C'est vrai que c'était pas évident les premières fois de me dire voilà, il faut lâcher prise, le bateau va foncer dans la nuit noire et moi je vais aller dormir. Dehors c'est la tempête, le vent est très fort, j'ai presque peur en regardant la mer et puis je rentre dans la cabine, je suis un peu isolé et puis je me couche et je m'endors. C'est assez excitant en fait. Pendant 24 heures, Fabrice va faire plusieurs siestes. L'objectif est de déterminer à quel moment elles sont le plus réparatrices. Et quand il ne parvient pas à trouver le sommeil, il a quelques astuces. Alors ça peut sembler un peu étonnant, cette sorte de striptease en pleine mer, mais en fait ça fait redescendre la température corporelle et ça me permet de m'endormir plus rapidement. À terre, le médecin analyse son sommeil. Avec l'expérience, le marin a développé des capacités hors du commun. Là, sur les 49 minutes, vous avez 75% de sommeil profond. C'est impossible à faire comme ça, de nuit. Là, quand on s'endort, on met déjà 40 minutes pour arriver en sommeil profond. Là, il est arrivé en 5 minutes, il est en sommeil profond. L'expérience a révélé que Fabrice avait 6 portes du sommeil, 2 fois plus que nous. En faisant une sieste à chacune d'elles, le navigateur a dormi 5 heures au total. Et il est aussi reposé qu'après une nuit complète. C'est le sommeil polyphasique, et c'est sans doute comme ça que dormaient nos ancêtres.
L'homme préhistorique, qui avait un environnement aussi hostile autour de lui, eh bien, il avait une nécessité de dormir par petites bribes de sommeil parce qu'il n'était pas tellement en sécurité. Et c'est le cas aussi de beaucoup d'animaux qui, s'ils ne dormaient pas en sommeil polyphasique, eh bien, ils se réveilleraient certainement dans l'estomac d'un prédateur. Donc on a une capacité dans notre génome, une possibilité de retrouver ce sommeil polyphasique si l'environnement nous le dicte. La leçon à retenir de cette expérience, pour bien dormir, il faut respecter son rythme. Si chacun a le sien, quelques règles sont communes à tous. La première chose, c'est se lever toujours à la même heure. Et plutôt un peu plus tôt qu'on le souhaiterait, pour créer une petite dette de sommeil qu'on va payer le lendemain soir. Et si on apprend à s'écouter, à s'observer, bien le soir, lorsque j'ai vraiment sommeil, que mes paupières deviennent lourdes, que j'ai tendance à bâiller, là, il faut que j'aille au lit. Parce que si je rate mon train du sommeil, il faudra que j'attende 90 minutes, le passage du suivant. Il est donc possible d'apprendre à bien dormir. Et pour éviter les problèmes, l'idéal serait de commencer dès le plus jeune âge. 40% des enfants de moins de 5 ans ont un mauvais sommeil. Il est possible de les aider en leur inculquant de bonnes habitudes. C'est chaud. Bon, ça y est, c'est fondu. Nous sommes près d'Orléans, dans la famille d'Adélie et Jérémy. Justin, l'aîné, n'a jamais posé de problème. À 3 mois, il dormait déjà comme un grand. En revanche, la petite Olivia inquiète beaucoup ses parents. Pourquoi tu peux pas dormir? Parce que Pourquoi tu veux pas dormir? je veux regarder un film avec vous. Est-ce que tu veux regarder un film avec nous? Mais non. Tu dois te coucher tôt pour aller à l'école. Je vais pas à l'école, moi. Bah si, tu vas à l'école. Non. Olivia vient de rentrer à l'école maternelle. Mais à 3 ans, elle ne fait toujours pas ses nuits. Elle ne veut pas aller se coucher et elle se réveille plusieurs fois par nuit à cause de terreurs nocturnes. Le problème, c'est que elle s'endort pas seule à la base. Donc là, on a commencé à réussir à ce qu'elle s'endorme seule, mais dans notre lit, il n'y a que là où ça a marché. Parce qu'elle n'a pas peur, parce que bon, elle a peur, soi-disant elle a peur de quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Viens vite. Effectivement, à l'idée d'aller dormir, c'est la panique. Les parents ont tout essayé. T'as tous tes copains, tes clochettes. Allez, couche-toi. Tiens, prends ton biberon. Les câlins, les histoires, rien n'y fait. En réalité, Olivia fait de la résistance au sommeil. Laissez la lumière allumée, Olivia, il y a les escaliers. Allez, bonne nuit, ma chérie, à demain. Se laisser aller dans le monde inconnu de la nuit, une peur fréquente chez les enfants, mais qui peut se poursuivre à l'âge adulte. Olivia peut passer comme ça plusieurs heures à appeler ses parents. Difficile de rester insensible. On nous dit qu'il faut laisser pleurer. Le premier soir, ça va durer 2 heures et chaque soir, ça va diminuer. Ah bon, on l'a fait, ça. Mais nous, ça ne diminue pas. Hein. Et on a déjà fait, on a déjà testé. Et ça a été vraiment, on a pris sur nous pendant 2 heures. Ben, pendant 2 heures, elle n'a pas lâché. Donc au bout de 2 heures, nous, on a lâché par contre. 2 heures, c'était déjà pas mal. Et on est là. On n'est pas loin. Hein. Il est 22 heures. Cette nuit encore, Olivia ne va pas avoir son compte de sommeil. Je vais dans notre lit, du coup. Qu'elle s'endorme. Allez. T'exagères, hein. J'entends. Dans le lit de ses parents, la petite s'apaise doucement. Et tu fais un gros dodo, d'accord? C'est un peu triste de la voir comme ça quand même, parce que bon, bah, elle est fatiguée et voilà. Elle a besoin de dormir et je pense qu'elle a encore besoin, oui, de présence, mais bon, il faut aussi qu'elle apprenne à s'endormir seule et bon, on sait pas trop quoi faire. On est perdu là. Il a fallu 1h30 à Olivia pour lâcher prise. Mais sa nuit n'est pas gagnée pour autant. À 4 heures, elle se réveille et l'angoisse reprend.
Incapable de se rendormir seule, elle terminera la nuit avec ses parents. Le lendemain, le réveil est plutôt difficile. Allez. Viens. Comment le biberon? Elle à l'école après. Oui. Ah si, tu vas aller à l'école. C'est dur. Ah oui. À 3 ans et demi, Olivia devrait dormir entre 10 et 13 heures par jour. Voilà. C'est indispensable à sa croissance et elle est loin du compte. J'espère que ça va pas trop la pénaliser quand même. Parce qu'en plus, du coup, elle est même là pour l'école, du coup, elle est pas en grande forme pour tout retenir. Je te laisse sortir tout ça. Ah, tu pourras le ramasser, s'il te plaît. Hop, allez, on met le cartable. Peu de pédiatres sont formés aux problèmes de sommeil. C'est pour combler ce manque que Kelly Champineau, consultante en périnatalité, en a fait sa spécialité. Depuis 2 ans, elle apprend aux enfants à s'endormir. Nous lui avons demandé d'aider la petite Olivia. Bonjour Adélie. Bonjour Kelly. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien, merci. Merci, bonjour Olivia. Nous lui montrons les images tournées quelques semaines plus tôt. T'as vu ta tête? C'est des caprices, ça. Mais elle a besoin de présence, en fait. C'est classique. Il faut savoir qu'un enfant, les conditions d'endormissement, elles vont déterminer sa façon de se rendormir en cas de micro-réveil la nuit. Donc, si les conditions la rendent complètement dépendante de vous, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est très très probable qu'elle va recommencer pour s'endormir la nuit. Pour lâcher prise et s'endormir, le cerveau a besoin d'une routine rassurante. La spécialiste a mis au point un petit jeu de cartes. Et en fait, ces cartes, vous lui donnez du pouvoir. Donc il y a « je me lave », puis je mets mon pyjama, je dîne, je choisis une histoire, et puis je dors. Une fois qu'on a validé toutes ces étapes, c'est terminé. Papa et maman ne reviennent plus du tout. Ça, c'est la règle. En transformant le rituel du soir en jeu, les parents vont aider leur fille à accepter l'idée du coucher. Le sommeil n'est pas une punition. Ça doit être un plaisir. Et tout ça, effectivement, contrairement à ce qu'on pense, ça s'apprend. Et pour qu'Olivia apprenne en douceur, ce soir, elle aura droit à 3 cartes magiques pour rappeler ses parents. Le deuxième soir, il n'y en a plus que 2. Et le troisième soir, il n'y en a plus qu'une. D'accord. Ça fait partie de ce que j'appelle fixer les limites et s'y tenir. C'est la condition sine qua non pour pouvoir la faire s'endormir seule sans votre intervention. D'accord. Je vous donne les clés de la réussite. Oui. Au revoir. Au revoir. Olivia a accumulé beaucoup de retard de sommeil. Dès ce soir, ses parents ont décidé de la coucher plus tôt pour qu'elle puisse dormir les 12 heures nécessaires à son développement. Il est 20 h. La petite fille est en pyjama, dents brossées, prête à se mettre au lit. Tu l'as fait avec papa? Est-ce que t'as mangé? T'as mangé? Oui. Oui, donc c'est bon. Les toilettes. Est-ce que t'as été aux toilettes? Oui. Donc tu rappelles plus papa et maman pour aller faire pipi. T'as déjà fait pipi. La routine du coucher doit durer moins de 20 minutes. Mais elle ne doit pas être bâclée. Une histoire, un gros câlin avant la séparation et surtout des paroles positives sur le sommeil, pour qu'il ne fasse plus peur. Je t'aime très fort, d'accord? Et puis là, tu vas faire un gros dodo. Comme ça, ton corps est grandi. D'accord? Je t'aime. À demain. Pour l'instant, Olivia a bien joué le jeu. Mais la coquine n'a pas oublié le plus important, les 3 jokers pour appeler ses parents. Quelle heure? À quelle heure? Déjà? J'y vais? Déjà? Je le sens. Gros comme une maison qu'elle va utiliser les 3 cartes. Un gros bisou. Un câlin. Voilà. C'est bon? Tu as eu ce que tu voulais? 3 secondes plus tard.
C'est pas un jeu hein, de me faire monter, hein, Olivia. Puis il n'y a pas que maman aussi, tu peux faire monter papa. Monter papa. En 10 minutes, Olivia a épuisé tous ses jokers. Tu as compris le jeu de la carte, Olivia? Si tu me donnes la carte, c'est fini, tu n'en as plus. Donc je veux plus t'entendre, tu fais dodo. À partir de maintenant, les parents ne doivent plus intervenir. Le couple tient bon. La petite se fait une raison. Elle commence à jouer dans son lit, en silence. Olivia gigote, se raconte des histoires. Elle finit par s'endormir en 20 minutes. Ses parents n'en reviennent pas. Il y a peut-être un peu de magie sur ces cartes finalement. Après, bon, ben, j'espère que ça continuera et que ça va vraiment marcher. Faut rester optimiste. Depuis notre tournage, toutes les nuits n'ont pas été aussi faciles. Mais Olivia a maintenant trouvé son propre chemin vers le pays des rêves. Quand on est adulte, on peut reproduire le modèle et ne pas se laisser tyranniser par son sommeil. Tous les rituels, depuis la prière du soir, l'examen de conscience, ça peut être l'exercice de méditation, ça peut être l'auto-hypnose. Le rituel est quasiment indispensable pour favoriser le sommeil, pour accueillir dans de bonnes conditions l'endormissement. En Belgique, Camille a eu le résultat de ses examens scolaires. Malgré ses difficultés, elle a obtenu son diplôme d'éducatrice spécialisée. Franchement, c'était pas gagné au départ, quoi. Hein. C'était vraiment dur, mais elle a tenu bon, donc voilà. Très fière de ma fille. La jeune femme a aussi commencé son nouveau traitement. Elle dort toujours autant, mais sa qualité de vie éveillée est bien meilleure. Voilà, c'est pas miraculeux, je me réveille pas en pleine forme, je sais pas, j'ai pas plus d'énergie ou quoi, mais en tout cas, le traitement m'aide quand même au quotidien, au niveau de mon attention. Donc je me sens quand même plus concentrée, plus longtemps aussi. Ça ne m'empêche pas de jouer de la batterie. Et puis si un jour ça la réveille vraiment, tant mieux. À Paris, Aurélie va peut-être se réconcilier avec le sommeil. Après 10 jours sans réelle amélioration, la graphiste a abandonné le bandeau connecté. Elle a en revanche commencé des séances d'hypnose. Les résultats sont encourageants. Elle apprend à faire confiance à son corps et à chasser les pensées qui envahissent son esprit. Je suis moins à la recherche du sommeil parce qu'en fait, je sais que je dors à certains moments. Donc, du coup, je le laisse venir sans aller le chercher. C'est plus simple comme ça. C'est plus facile à vivre. Une fois qu'on a goûté, on n'a pas trop envie de revenir en arrière, même si c'est que le début.